Je m'appelle Francis Pisani, je suis journaliste, rien à voir, enfin, je ne sais pas si rien à voir, mais je ne sais pas, mon métier n'est pas exactement comme le vôtre, et pourtant, je suis freelance, je suis journaliste pigiste, je suis journaliste indépendant, ce qui veut dire que, et j'ai compris, parce que je couvre les technologies de l'information depuis longtemps, j'ai compris que le business model des médias allait changer, et donc le mien devait changer. Et j'ai fait le pari de la digitalisation il y a très longtemps, en allant acheter, je vivais à Mexico, je suis allé m'acheter à Houston, on va y arriver, ne nous affolons pas. Je suis allé m'acheter à Houston un Mac en 84 et j'ai fait mon premier papier en utilisant les informations de l'Internet en 87 depuis un village mexicain. Et je trouve, alors ça c'est mon utilisation à moi, je n'ai jamais utilisé de plateforme, il y a eu quelques tentatives mais qui n'ont pas marché pour les journalistes ou pas à ma connaissance. Et donc j'ai fait une enquête qui est très intéressée pour moi et je vous invite à la partager. C'est en fait un petit voyage. Alors je vais aborder 5 points, l'ubérisation, l'histoire et la géographie de la plateforme, l'utilité des plateformes, un exemple singapourien qui est une alternative à Uber et les plateformes face à l'évolution des grandes tendances du monde digital d'aujourd'hui. Alors d'abord l'ubérisation, je trouve que c'est une très grosse angoisse et qui est peut-être mal placée. D'abord en tant que journaliste, je dois dire que Uber est à peu près la pire entreprise qu'il m'ait été donné de couvrir. Elle traite mal les médias, elle traite mal les concurrents, elle traite mal les autorités municipales, elle traite mal les gens qui travaillent avec ou pour elle, et elle fait du business comme on fait la guerre. Donc je les trouve extrêmement antipathiques à tel point que je m'en sers, mais que je me sers encore des taxis qui me sont encore moins sympathiques, mais pour essayer de maintenir une sorte d'équilibre entre les deux. Ceci dit, l'enjeu n'est pas là. C'est pas parce que c'est une entreprise insupportable qu'on a réglé la question. Alors j'ai cherché les définitions d'ubérisation et il y en a une qui est donnée par le dictionnaire Collins et qui est la conversion d'emplois et de services existants en tâches distinctes qui peuvent être demandées à n'importe quel moment. Et c'est aussi l'adoption du business model utilisé par le service de taxi Uber. Et puis, il y a un dictionnaire online qui s'appelle jargonisme, et qui l'a défini d'une façon plus vaste comme un processus par lequel un intermédiaire high-tech remplace les intermédiaires d'antan. Alors, la façon dont Uber a bousculé les taxis fait peur, mais une plateforme technologique qui permet de mettre en relation des offres et des demandes de services entraîne la disparition d'intermédiaires dans quelques cas, mais c'est pour le plus grand bien de beaucoup de monde, et elles sont fondamentales. Je pense que la notion de plateforme est un des concepts les plus importants à comprendre du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, moi j'ai fait plusieurs tours du monde en recherche de comment on innovait dans le monde, et je regarde toujours ailleurs. Et je pense, ça c'est mon point de vue, on a tendance à ne regarder que son marché et que son pays et que sa spécialité. Si vous faites ça, vous allez toujours vous risquez toujours de voir quelque chose vous tomber sur le coin de la gueule que vous n'aviez pas vu venir. Alors, il se trouve que dès 2005, je pense peut-être même un peu plus tôt, j'ai écrit des papiers sur Innocentive. Qui connaît Innocentive ? Bon, Innocentive, c'est la première grande plateforme. C'est une plateforme qui a été créée par des gens qui sont sortis des laboratoires Lilly. Et ça consiste à mettre sur une plateforme, en contact, des résolveurs, des solvers en anglais, qui s'attaquent aux questions posées par des demandeurs, des seekers. Les problèmes sont résolus dans 30% des cas. Et les chiffres actuels que j'ai vérifiés hier soir, 2000 défis externes, 60 000 solutions proposées, 48 millions de dollars mis en jeu, 375 000 solvers dans près de 200 pays. Ils définissent leur plateforme comme une méthode d'innovation reposant sur les défis. En gros, le client arrive, pose un défi et puis il voit qui essaye de le répondre. Et ils constatent, après toutes ces années d'expérience, que les chances de succès d'un résolveur augmentent dans les domaines où il n'a pas de compétences formelles. C'est extrêmement intéressant, c'est qu'on s'attache à la notion, on aborde la question de diversité, de multiples diversités, y compris les diversités de compétences.
Et donc je reprendrai ce que vous disiez sur l'expert. C'est pas nécessairement l'expert auquel on s'attend. Il ne faut pas concevoir la plateforme de façon à seulement mettre en avant l'expert prévu. Il faut que tout le monde puisse répondre et peut-être qu'on aura des réponses plus intéressantes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les grands labos, ça c'est très intéressant sur l'évolution des entreprises. Les grands labos qui n'ont pas assez de chercheurs, on n'a jamais, quand on a dans un labo un nombre fixe de chercheurs, on n'en a jamais le bon nombre. Par moment, on n'en a pas assez parce qu'il y a un gros coût à résoudre, et par moment, on en a trop. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Dans les gens qui pratiquent Innocentive, ils mettent leurs chercheurs, quand ils en ont trop, ils leur permettent de relever des défis sur Innocentive. Donc ça, c'est à peu près le plus vieil ou un des plus vieux exemples très connus. Ensuite, je suis allé me promener un peu partout dans le monde et j'ai découvert qu'en Australie, ils étaient des fanatiques du crowdsourcing. En gros, c'est un pays qui est très loin et qui donc n'a pas de moyens de compter seulement sur le marché. La digitalisation leur offre des perspectives extraordinaires. J'ai retenu 2 plateforme, une qui s'appelle designcrowd.com. Ils ont 552 000 designers aujourd'hui. Et quand je leur ai rendu visite en 2012, ils en avaient 72 000. 72 000 en 2012, 552 000 en 2016. Le client explique ce dont il a besoin, il négocie un peu, il reçoit des propositions, etc. Et puis, éventuellement, il fait travailler plusieurs personnes ensemble, ce qui est un autre aspect extrêmement important d'une plateforme. Le deuxième, qui est en fait le plus grand, s'appelle freelancer.com, parce que en anglais, un freelance, c'est un journaliste, mais c'est aussi un expert, un consultant, quelqu'un qui travaille seul dans son coin. Ils ont 22 millions d'utilisateurs. Et attendez, quand je leur ai rendu visite en 2012, ils en avaient 3,4 millions. 3,4 à 22 millions en 4 ans. 10 millions d'offres de travail, 125 millions de dollars versés aux indépendants. Les tâches sont en biotechnologie, aérospace, physique quantique, etc. Les travaux proposés proviennent à 30% des États-Unis, 10% de Grande-Bretagne et de l'Australie, 5% du Canada. Et les freelancers proviennent à 34% de l'Inde, suivi du Pakistan, du Bangladesh, des Philippines, de la Chine et de la Roumanie. En gros, ils mettent en contact des gens de toutes les parties du monde pour réaliser des tâches. C'est un marché de rencontre acheteur-vendeur. C'est aussi une des solutions qui risque de bouleverser le monde du travail. Mes conclusions pour notre sujet là-dessus: dans les exemples choisis, les plateformes ne suppriment pas les intermédiaires, elles créent une intermédiation où il n'y en avait pas. Les plateformes puisent dans les connaissances où qu'elles se trouvent, donc là, ce que vous avez très clairement dit, et donc une plateforme en français comme la vôtre peut toucher l'ensemble du monde francophone, et elle peut se demander si ça ne vaut pas la peine d'avoir des versions en d'autres langues, dans des langues où vous avez des marchés où vous pourriez intervenir. Ça dépend de la capacité des experts qui sont connectés à votre plateforme en termes de langue. Elles sont donc insensibles relativement aux questions de distance, et une des grandes richesses, c'est de pouvoir miser sur les diversités. Or, dans mon tour du monde de l'innovation, pour moi, il y a 2 ou 3 points qui sont fondamentaux. La diversité du pool de gens auxquels on peut s'adresser est quelque chose d'absolument essentiel. Il faut des espaces ouverts, une plateforme est un espace ouvert, il faut une grande densité de genres, de cultures, de compétences. Je pense que ce qui est important, et cette définition, je ne l'ai pas inventée, je l'ai trouvée, c'est la notion que la plateforme peut permettre de s'adresser à des petites choses. Et dans la façon de travailler des Américains, notamment, il y a une très grande tendance qui est de dire, au lieu de faire des très grandes tâches, ou dans le lean management, ou dans des choses comme ça, on prend des petites tâches, on les résout une par une. Alors, le taylorisme, pour moi, n'est pas exactement la même chose, parce qu'on fait, si j'en m'en tiens à Charlot, on ne fait que tirer des bouchons. Le problème, c'est qu'on est dans ça, on peut être, parce que la plateforme permet du travail collectif, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas, on peut faire ce qu'on sait bien faire avec d'autres et dans un travail d'équipe. Et donc, Design Crowd, dont je vous ai parlé en Australie, fait plus appel au travail collectif que Freelancer, qui est aussi une entreprise de Californie. Donc il n'y a pas de condamnation au taylorisme, mais il est important de voir qu'une des choses qu'on peut faire, c'est de diviser
des tâches en plus petits morceaux. Et par rapport aux experts, moi je trouve que c'est extrêmement important. Parce qu'on parlait d'un expert, d'un data scientist, et on parle d'une expert du cloud, je ne sais pas, enfin bon, ça n'est pas exactement les mêmes compétences. Et si vous abordez les problèmes tout seul, vous risquez de louper le marché. Alors que sur une plateforme, si elle est bien conçue, vous pouvez parfaitement... Quelqu'un peut arriver à dire « j'ai ce problème à résoudre » et vous pouvez parfaitement monter une équipe pour aborder le problème. D'ailleurs, les défis du DARPA, le département, le centre de recherche de la défense, c'est des équipes qui se constituent pour répondre à un défi précis. Et je pense que ça existe aussi sur Innocentive. Une deuxième question, et après je continue, ou commentaire. Quand je dis comme question, c'est commentaire aussi, bien entendu. Oui, bonjour. Pour moi, c'est l'ubérisation, c'est le renversement d'un marché ou d'une organisation qui fonctionne. On aurait pu dire que Kodak était ubérisé par la photographie numérique, sauf que c'était plus conventionnel comme marché. Donc là, cette définition, elle est très technique. Pour moi, il y a un aspect beaucoup plus entrepreneurial qui dit que votre marché, il n'est plus du tout comme avant. Si vous me permettez, et très prudemment, je ne suis pas sûr d'être d'accord. Enfin, vous avez complètement... Je pense que c'est important de bien voir la spécificité de ce qui est en jeu avec les plateformes. C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est que les technologies de l'information permettent des ruptures, ce qu'on appelle disruptive innovation. Et donc, le cas de Kodak n'a rien à voir avec la notion de plateforme. C'est qu'ils n'ont pas compris qu'on allait passer de l'argentique au digital. Et donc, quand le digital, au départ, était de moins bonne qualité, ils ont dit c'est pas très important. Et puis, le jour où ils se sont dit tiens, ça commence à être dangereux, il était trop tard pour se changer. Ça n'a rien à voir avec la plateforme et ça n'a rien à voir avec la spécificité de Uber. Or, c'est vrai que nous sommes dans une époque de beaucoup de ruptures et de disruptions. Et donc, c'est vrai qu'il y a un problème beaucoup plus large. Mais je pense que pour penser ce qui est en jeu, ce que nous offre InnoPrague, il est important de... Mais je vais parler à la fin de comment ça s'inscrit dans la notion de digitalisation ou de transformation digitale. Enfin, en tout cas, je vais l'évoquer. Donc, je continue. Alors, il se trouve qu'il y a deux auteurs qui s'appellent John Seeley Brown et John Hagel qui ont écrit en 2005, si je ne me trompe pas, un livre sur la différence entre le modèle push et le modèle pull, pour dire qu'il y a le modèle où on pousse et le modèle où on tire, pour parler du monde des affaires, du monde de l'entreprise. Dans le modèle, alors, je prends l'exemple du journal parce que je le trouve limpide, qui me concerne plus que vous, mais quand même. Dans le modèle push, on vous jette le journal sur le pas de votre porte où on vous est abonné, on vous le pousse, on vous envoie l'information. Dans le modèle pull, vous allez chercher l'information sur le site et vous prenez celle que vous voulez. Donc on a un passage d'un modèle push à un modèle pull qui s'applique à plein de choses. Et donc, eux, ils considèrent que les entreprises, et j'espère vous le montrer, ils pensent que les entreprises les plus performantes se comprennent mieux comme des réseaux de process globaux, Global Process Networks, que comme des entreprises fermées, hiérarchisées, etc. Et leur grand exemple, et je vous invite à aller le regarder, s'appelle Li Fung. C'est une entreprise de Hong Kong qui est une plateforme qui réunit 15 000 entreprises de 40 pays. Et pour réunir les meilleurs fournisseurs et les meilleurs clients, au début, ils faisaient seulement du textile, maintenant des jouets, des meubles et plein d'autres choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est parce que je pense qu'on ne peut jamais se contenter de plateformes sans comprendre le business model qui va avec. Et je vais d'abord finir ça, puis je vous en donnerai un autre. Li Fung garantit un tiers de leurs revenus à ceux qui s'associent avec eux et leur promet de ne jamais correspondre à plus des 2 tiers. C'est-à-dire qu'ils refusent de les rendre dépendants du service qu'ils leur offrent. Et donc ça, c'est une attitude de business, de respect des gens qui est extrêmement importante. Et selon l'entreprise, les bénéfices des gens qui participent augmentent de 20 à 50% chaque année. Je voudrais juste une autre parenthèse. Il y a une entreprise indienne qui s'appelle Tutor Vista. C'est un gars de Bangalore qui un jour a vu une caricature, c'est un dessin dans, je crois, le New Yorker, où il y a un papa qui dit à sa fille aux États-Unis « Non,
tu n'externaliseras pas tes devoirs en Inde. Et le gars, il a dit, ça c'est génial, il en a fait une entreprise et il l'a vendu, il a maintenant été racheté par Pearson, la plus grosse boîte de contenu d'éducation dans le monde, et il met en contact des élèves anglais et américains avec des professeurs indiens et pakistanais. Donc, c'est un autre exemple de plateforme. Mais alors oui, ce que je voulais dire, c'est que son business model, il a consisté à faire un abonnement de $100 par mois. Donc, il ne mesure pas la quantité de demandes. Il offre un flat fee de $100 par mois. Il a fait ses calculs et ça marche super. Ce que je veux dire, c'est que, et là on reviendra, on en a déjà parlé sur la notion de à la journée ou à l'heure ou à la minute. Je pense qu'une plateforme ne peut pas être la continuation dans le digital de la façon dont on a de gagner de l'argent avant. Il faut trouver des nouvelles choses qui fonctionnent. Alors, je reviens à ce que disent John Seeley Brown et John Hagel. Pourquoi la plateforme est importante? Parce qu'on est dans un marché de plus en plus incertain et que les structures traditionnelles ont du mal à s'adapter. Et les plateformes sont plus flexibles. Il y a 4 différences essentielles selon eux. Avec le pool, l'architecture émerge de la pratique au lieu d'être prédéterminée, d'où l'importance de pragmatique dans InnoPrag. L'initiative est décentralisée et donc par opposition à un contrôle centralisé. Et je vais revenir là-dessus sur le fait que Uber n'est qu'une des façons de concevoir les choses. Les nodes du réseau, ce qu'on appelle les nœuds, mais moi j'aime pas ça, les nodes du réseau sont reliés de façon souple, loosely coupled, dit-on en anglais, c'est une des vieilles formules de définition de l'Internet et du web, et on privilégie l'innovation plutôt que l'efficacité. Et alors la force essentielle tient à la collaboration, et donc c'est donc pas de taylorisation, à la collaboration et à la capacité de mobilisation de tiers. Elle tient moins à la plateforme, à ce qu'elle possède, qu'à ce qu'elle permet de mobiliser. Et ça, c'est un truc fondamental, l'évolution de la possession, l'évolution du contrôle. On passe à d'autres formes. Mon exemple, donc l'alternative à Uber, je l'ai trouvé à Singapour. Donc Singapour, une des villes les plus riches du monde, une ville-État, 5,4 millions d'habitants. J'ai un article qui sort dans Le Monde aujourd'hui d'ailleurs sur la notion de qu'est-ce qu'on obtient avec toute la digitalisation, notamment dans le domaine des transports. Donc Grab est une entreprise qui, autre part, au début était une application pour les taxis. En France, on n'a jamais vu ça parce que le contrôle de G7 a empêché les taxis d'avoir des applications. Mais je vis à Barcelone et quand je veux un taxi, je peux utiliser Hailo qui vient des États-Unis, de Grande-Bretagne, MyTaxi qui vient de chez Puo. C'est-à-dire que les taxis de Barcelone ils sont dans la rue comme tout le monde. Ils ont des systèmes de coopératives de temps en temps, et ils ont des applications, et souvent ils en utilisent 2. Donc on peut les appeler par une application ou par une autre. Ça c'est pour les taxis, et ça permet aux chauffeurs de taxi d'avoir accès à plus. Moi j'ai posé plein de questions. Ils ont rien qu'avec ces applications des augmentations de leur chiffre d'affaires de 30 à 50%, surtout quand ils utilisent les 2 applications qui sont dominantes à Barcelone. Mais donc, de cette application pour taxi, ils se sont développés, ils ont des motos, du covoiturage, des coursiers et de la livraison de nourriture. Et donc, ils s'appelaient Grab Taxi et maintenant, ils s'appellent Grab. Et leur intérêt principal, c'est qu'ils offrent une alternative à Uber. Et d'après un des dirigeants du Centre de recherche et de développement que j'ai interrogé il y a un mois, je le cite, « Notre avantage compétitif clé est que nous sommes vraiment localisés. Nous comprenons ce que les clients veulent et nous travaillons bien avec les chauffeurs et nous passons des accords avec d'autres acteurs régionaux qui connaissent vraiment bien leur marché. En fait, Grab se soucie de la formation de ses chauffeurs. Ils ont une académie, leur protection sociale, l'augmentation de leurs revenus. Rien à voir avec Uber. Donc c'est des gens, parce qu'ils sont dans une communauté, ils soignent leur communauté. Et alors là, c'est là où le saut est extrêmement important à comprendre. Et pour moi, c'est une des grandes caractéristiques, possibilités de l'Internet et du web, c'est qu'ils passent des alliances avec des entreprises similaires dans d'autres marchés. Ils en ont dans 6 pays, dont la Chine, l'Inde, les États-Unis avec Lyft, et si je me souviens bien, la Malaisie et l'Indonésie, et puis ou la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie, mais je ne suis pas sûr. Ce qui est intéressant, c'est que, donc moi je suis arrivé à Singapour,
Et j'ai un abonnement Uber, dont je dis beaucoup de mal. Et puis je cherchais un taxi, je n'en trouvais pas. J'ai appelé Uber et j'ai eu une voiture qui est venue me chercher avec mon application Uber payée sur ma carte. Eh bien, eux, à la fin de l'année, ils vont offrir la même possibilité. C'est-à-dire que quand vous êtes un client de Grab à Singapour et que vous allez à New York, vous allez pouvoir appeler Lyft avec votre application Grab. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se joue là ? C'est-à-dire que des nœuds, comme des nodes, comme je le disais, qui sont séparés, des petits qui sont présents uniquement sur des marchés locaux, peuvent se regrouper et se fédérer, si vous voulez. Et donc, on a une mise en réseau d'entreprises qui étendent les avantages de leurs services locaux à d'autres pays, à d'autres régions, ce qui veut dire que Uber et la plateforme centralisée n'est pas la seule solution. Question là-dessus ? Pour aller dans le prolongement de ce que disait Francis, c'est que, en fait, à l'époque, il fut un temps, la valeur, c'est ce que vous possédiez. D'accord ? Un disquaire, sa valeur, c'était le nombre de disques, les nouveautés qu'il avait dans son bac. Et le libraire, c'était les livres qu'il avait. Là, les taxis, c'est pareil. Donc, la valeur, c'était le nombre de taxis ou le nombre de licences que vous possédiez. Aujourd'hui, non, c'est plus ça. C'est le service que vous rendez autour de ça. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous avez 10 000 taxis que vous faites une affaire. Par contre, quand vous avez une plateforme comme Uber qui fait de l'intermédiation, qui amène un vrai service, ce que disait Francis, c'est que le taxi, vous savez qu'il est là, il sera là dans 5 minutes, c'est ça qui crée de la valeur. Du coup, aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé d'investir énormément d'argent. Il suffit d'avoir là une plateforme d'intermédiation et la valeur, c'est le service que vous allez apporter. Merci. On me dit qu'il faut se dépêcher, donc je vais terminer, et puis je vous repasserai la parole une dernière fois tout à l'heure. Donc, je voulais parler, c'est mon 5e point, les plateformes face à 3 évolutions majeures du monde des affaires, de l'entreprise et du monde de l'industrie et tout ça. Le premier, c'est blockchain. J'en parlerai pas beaucoup, mais la sécurité et l'anonymat des transactions sont quelque chose à prendre en compte qui pourrait entraîner des modifications fondamentales. On a parlé de business model. Là, c'est la sécurité de la transaction qui pourrait jouer un rôle. Le deuxième point, c'est le passage du stock au flux. C'est exactement ce que vous voulez dire. J'ai pris ça chez John Hagel, qui est donc un des auteurs du livre sur push et pull. Traditionnellement, la valeur d'une entreprise est de stocker des connaissances, de les protéger, d'en extraire de la plus-value. Dans un monde qui change vite, ces stocks perdent rapidement de la valeur et il est préférable de participer efficacement à des flux divers de connaissances qui renforcent le capital qu'on avait. Et n'oublions pas que toutes les données circulent en flux. Troisième point, la digitalisation selon John Chambers, le président de Cisco. En gros, pour lui, jusqu'à présent, on a vu une époque où on a vu la montée d'entreprises informatiques. Puis maintenant, on est en train de passer à la digitalisation. C'est la connexion intelligente des gens, des process, des données et des objets. C'est the Internet of Everything qui va être la connexion de 500 milliards d'objets et d'humains. Et donc, à partir de ce moment-là, tout est connecté. La transformation affecte la connexion des villes, des entreprises et même des pays. Et alors, il dit, 75% des entreprises seront digitales en 2020, mais seulement 30%, et c'est là qu'il faut faire attention, 75% des entreprises seront digitales en 2020, mais seulement 30% de ces transformations seront un succès. Pourquoi tant d'échecs ? C'est parce qu'elles ne changent pas leur façon de faire. Donc on ne peut pas se contenter d'adopter une plateforme, de digitaliser, etc., de transformer son prospectus ou son logo en truc digital. Il faut se réinventer, et c'est la seconde génération de l'Internet. La clé, c'est de comprendre la transition des marchés vers le digital. Le plus grand défi pour les patrons est de comment rendre leur entreprise digitale d'abord, puis physique. Donc il faut d'abord se demander comment on fait les choses en digital. Par exemple, les médias, ils ont mis du temps à comprendre ça. Et l'essentiel est dans la digitalisation des process, et c'est ce dont il est question ici. Mes conclusions, j'en ai 5. Les plateformes sont un aboutissement logique des transformations dues à l'essor du numérique, et les entreprises y auront de plus en plus recours. Elles permettent avant tout la mise en relation. C'est indispensable là où il n'y a pas d'intermédiaire. Cela peut impliquer la suppression d'intermédiaires. C'est le deuxième point. Le troisième point,
Face au modèle centralisé et agressif d'Uber, on voit émerger des modèles horizontaux d'acteurs locaux qui se connectent, ce que dans une conversation avec Kader et avec Pascal, on appelait les petits qui se connectent. Et votre défi, me semble-t-il, c'est que les entreprises ne sont pas toutes prêtes, et donc votre défi comme entreprise, c'est de tenir assez longtemps. C'est-à-dire, on peut absolument parier qu'il va y avoir de plus en plus de process qui vont passer par là. Il faut que vous commencez relativement tôt sur le marché français. Il faut que vous teniez longtemps. C'est le défi. Et la bonne nouvelle, selon Chambers, c'est que la France is the next big thing, parce qu'elle a fait plein d'efforts dans le domaine, justement, de la transformation digitale du pays au cours des dernières années. Si vous avez encore une question, et puis après on arrête, ou un commentaire. Sinon, on va passer tout de suite à un film. Merci beaucoup.